Bonjour, bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Axel de Koala ME qui est avec nous et qui va vous présenter donc le sujet impôts et taxes en micro-entreprise. Donc n'hésitez pas voilà, dans le chat à poser toutes vos questions. Donc on est parti donc pour impôts et taxes en micro-entreprise. Axel, je ne sais pas, est-ce que tu veux présenter le sommaire déjà? Oui, alors je vais vous présenter le sommaire. Donc, on va parler d'abord de nous. On va se présenter pour que vous sachiez à qui vous avez affaire et de qui nous sommes. Ensuite, on va vous parler de la micro-entreprise parce que ce webinaire-là, il s'adresse uniquement à des micro-entrepreneurs. Les impôts et taxes ne sont pas forcément les mêmes sur d'autres statuts. Donc là, c'est bien. Qu'est-ce que la micro-entreprise? C'est adapté à la micro-entreprise. Ensuite, on va aborder les différentes taxes et impôts qui tombent sur la micro-entreprise, leur mode de fonctionnement, quand et où les payer. Et enfin, on va vous donner quelques astuces pour essayer de limiter un petit peu le coût des cotisations, des taxes, des impôts. Donc tout ça devrait nous prendre à peu près 45 minutes. Super, bon programme. Donc très rapidement, moi je vais me présenter, je vais surtout vous présenter l'ADI. Donc je m'appelle Clara, je travaille donc à l'association du droit à l'initiative économique. Donc certains voilà me connaissent déjà puisque j'anime en général pas mal de webinaires tous les mardis. Donc l'ADI, c'est une association qui existe depuis plus de 31 ans et qui du coup finance, conseille et assure les entrepreneurs, donc souvent avec des petites entreprises. Donc, on fait ça avec du microfinancement, donc jusqu'à 10 000 euros. On vous prête de l'argent pour pouvoir lancer votre projet. Et en même temps, on vous accompagne. Donc, on a tout un service d'accompagnement et de formation à la création d'entreprise. Et on a également développé toute une offre d'assurance pour vous et surtout pour votre projet. Donc, pour faire tout ça, on n'est pas tout seul. On est plus de 500 partout en France et dans les Outre-mer. Et on a surtout avec nous 1300 bénévoles qui nous aident à accompagner les entrepreneurs à se lancer. Et on a également tout un réseau de partenaires, dont fait partie Koala ME. Et donc, on a depuis quelques mois, quelques années, je pense maintenant, un bon plan avec Koala ME que je vais laisser Axel présenter. Donc effectivement, Koala ME, il a dit son partenaire depuis 2019, donc ça fait plus de 2 ans, maintenant 2 ans et demi qu'on est partenaire. Pour la petite histoire, moi j'ai travaillé avant déjà en partenariat avec l'ADI au niveau local en Normandie, et donc ça fait personnellement une quinzaine d'années que je travaille en partenariat étroit avec l'ADI et sur Koala ME depuis 2019. Donc il y a plusieurs types de liens entre Koala ME et l'ADI. Le premier, c'est notre accès accompagnateur, qui est un accès unique en son genre, qui permet aux conseillers de l'ADI de mieux vous accompagner en ayant accès aux données de votre entreprise, devis, factures, livres de compte, et ça permet vraiment d'accompagner, de vous accompagner sur la réalité chiffrée de votre activité. Donc ça, c'est le premier axe de partenariat avec l'ADI. Le deuxième axe de partenariat qui est intéressant, c'est que vous pouvez utiliser et tester le logiciel même si vous n'êtes pas immatriculé. On a une possibilité aussi de tester le logiciel en cochant la case SIRET en cours, ce qui permet, même quand on n'a pas encore de numéro SIRET, de tester le logiciel. Et Koala ME dispose d'un accès gratuit sans limitation qui vous permet de gérer toute votre activité simplement. Le fonctionnement de Koala ME, c'est des fonctionnalités gratuites et des fonctionnalités pro, donc un business model freemium, ce qu'on appelle freemium, où la plupart des options gratuites toutes les options gratuites sont sans limitation, vous permettent de gérer votre activité de A à Z de manière manuelle, et tout ce qui est automatisation, donc synchronisation bancaire, personnalisation des devis, factures, déclaration automatique avec l'URSSAF, en partenariat avec l'URSSAF, gestion des impayés d'autres, c'est dans l'accès pro qui est à 10 € par mois. Voilà. Et dans le cadre de notre partenariat avec l'ADI, donc on a consenti une réduction aux utilisateurs qui viennent de l'ADI, qui est 50% de réduction sur l'accès pro pendant les 3 premiers mois. C'est-à-dire qu'au lieu de vous quitter 30 € sur les 3 mois, ça vous coûte 15 €. Voilà. En plus de la période d'essai gratuite de 14 jours. Donc voilà pour la présentation du partenariat Koala ME, qui est aussi porté justement par les webinaires. Donc je ne sais plus à combien on en est. Je ne sais pas si tu as le chiffre, Clara, mais ça doit bien être le 10-15e qu'on fait ensemble entre l'ADI et Koala ME. Donc avec vraiment quelque chose qui est institué, qui est toujours bien accueilli par le public et qui nous permet aussi de vous présenter des choses et de vous mettre à disposition notre expertise conjointe avec l'ADI. Je continue, Clara? Oui, voilà, si je dis rien, ça me va. Et oui, on a fait, je pense, déjà une bonne quinzaine de webinaires sur des sujets toujours liés à la micro-entreprise, mais qui, voilà, à chaque fois ont un bon accueil et permettent, voilà, de débroussailler un peu tous ces sujets
de la micro-entreprise qui peuvent être parfois un peu complexes. Et École AME sont des spécialistes. Complètement. Je vois une question là. Qu'est-ce qu'on entend par gérer votre activité simplement? Gérer son activité simplement, ça veut dire condenser en un seul outil tous vos besoins de démarche administrative. Donc, sur Call AME, vous pouvez faire vos devis, vos factures, ça automatise votre fichier client, votre livre de compte, votre déclaration de chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF en partenariat avec l'URSSAF, et ça vous permet de vraiment gérer votre activité plutôt que de la subir. Voilà. Ça vous permet d'anticiper avec un tableau de bord, un livre de compte. Voilà. Je ne vous fais pas tout le détail parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, mais ça permet de centraliser en un seul outil l'essentiel de votre activité au niveau administratif. Et avec plaisir. Présentation d'intervenant. Donc moi, je suis Axel Dumalanet, je suis le fondateur et CEO de Call AME. Donc j'ai fondé Call AME suite à ce que je vous disais tout à l'heure, donc une quinzaine d'années d'expérience dans l'accompagnement de micro-entrepreneurs. Expérience pendant laquelle j'étais confronté à un manque d'outils et qui ne me permettait pas d'accompagner les personnes que je recevais vers l'autonomie sur les démarches administratives. Donc j'ai décidé de créer Call AME pour pallier à ce manque-là. Et je pense que l'objectif est plutôt atteint aujourd'hui parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont très satisfaites et qui utilisent Call AME régulièrement, donc quotidiennement. Et le produit est en pleine et constante évolution. Donc n'hésitez pas, si vous êtes utilisateur de Call AME ou si vous le devenez, à nous communiquer vos remarques, vos retours, vos critiques, vos envies de nouvelles fonctionnalités. Nous, on est très preneurs des retours des personnes qui utilisent Call AME. Ça nous permet de faire évoluer notre produit pour coller encore plus aux besoins des utilisateurs. Donc, n'hésitez surtout pas à nous faire des retours. Donc, Call AME, c'est l'outil effectivement qui simplifie la vie des micro-entrepreneurs. Pour cela, on a deux axes. Le premier axe, c'est un site internet ressources pour tous les micro-entrepreneurs, donc dans lequel il y a une partie blog, donc avec des articles qui sont publiés régulièrement, des foires aux questions, des guides spécifiques, donc tout ça accessible gratuitement, qui est en plus doublé par c'est notre chaîne YouTube sur laquelle il y a tous les webinaires qu'on fait avec l'ADI ou avec d'autres, des tutos, des démos, donc vraiment un gros ensemble de ressources accessibles gratuitement à partir de notre site internet, donc callame.fr. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est notre outil de gestion donc, qui permet d'automatiser au maximum et de simplifier la gestion administrative de votre micro-entreprise. Donc on va commencer par la base. Comme je vous disais tout à l'heure, ce webinaire-là est destiné aux impôts et taxes, mais uniquement pour les micro-entrepreneurs, pour ce statut spécifique qu'est la micro-entreprise. Donc on va commencer par définir ce que c'est que la micro-entreprise. Donc, la micro-entreprise, d'après Wikipédia, vous connaissez sans doute, un micro-entrepreneur, c'est avant tout ce qu'on appelait un auto-entrepreneur. C'est-à-dire qu'en 2008, le statut d'auto-entrepreneur a été créé en France. L'idée, c'était de remplacer toutes les cotisations sociales, les impôts et taxes par un versement unique proportionnel au chiffre d'affaires. Donc, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. L'auto-entrepreneur et micro-entreprise, c'est la même chose. Ça a juste changé de nom en 2015. Et en fait, ça a été une volonté de simplification d'accès aux travailleurs indépendants. Donc, un micro-entrepreneur, c'est quoi? Un micro-entrepreneur, c'est avant tout une entreprise individuelle. Entreprise individuelle, ça veut dire que la micro-entreprise et la personne qui crée la micro-entreprise sont la même personne. Il n'y a pas une personne morale qui est l'entité entreprise et une personne physique. C'est la même personne. Donc, c'est une entreprise individuelle dans laquelle on peut exercer 4 types d'activités. Une activité commerciale, une activité artisanale, une activité libérale, une activité d'agent commercial. On peut aussi exercer des activités multiples qui sont un croisement entre ces activités-là, ce qu'on appelle la multi-activité. On peut être commerçant et artisan, commerçant et profession libérale, ou un mix des 4 activités. C'est aussi une entreprise qui est déterminée par une limite de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que vous pouvez accéder à ce statut-là en création d'entreprise. Par contre, dès que votre chiffre d'affaires dépasse certains seuils, certains montants, vous ne pouvez plus rester en micro-entreprise et vous êtes obligé de passer sur un statut d'entreprise différent, qui véhicule d'autres besoins et d'autres obligations administratives. Les activités en micro-entreprise, donc je vous ai dit qu'il y avait l'activité commerciale, prestation de services artisanales, prestation de services libérales et agent commercial. Alors, qu'est-ce qui caractérise ces 4 secteurs d'activité? L'activité commerciale, c'est de l'activité, on y vient, qu'appelle-t-on profession libérale? L'activité commerciale, c'est une activité d'achat et de revente. C'est que vous achetez quelque chose, vous ne le transformez pas et vous le revendez directement. Ça peut être acheter un lot de Stabilo de 200 exemplaires et les revendre un par un. Ça, c'est de l'achat-revente. Il n'y a pas de transformation du produit. L'activité de prestation de services artisanale, c'est quand on répare ou on transforme des objets. Donc, soit on a une activité manuelle de
réparation de quelque chose. Ça, c'est de la prestation de service artisanale. Par exemple, réparation d'ordinateur, réfection de fauteuil, de canapé. Ou alors, on a une activité de transformation de quelque chose. Par exemple, couturier. On achète des pans de tissu, on les coud, on les transforme pour en faire des vêtements. Donc, on est artisan parce qu'on transforme de la matière première en quelque chose d'autre que l'on vend. Donc là, c'est de la prestation de service artisanale. L'activité de prestation de service libéral, elle est caractérisée par un service ou un produit intellectuel ou technique. Ça peut être par exemple professeur, coach, toutes les personnes qui ont une activité qui ne nécessite pas un savoir-faire manuel, mais un savoir-faire plus d'accompagnement intellectuel et plus de conception. Et l'activité d'agent commercial, c'est de la vente des produits ou de services pour une ou plusieurs sociétés. C'est-à-dire, typiquement, je suis agent commercial pour une société, donc je vends les produits de la société à un client et je prends une commission au passage. Et mon chiffre d'affaires se résume à la commission. Donc ça, c'est les 4 services, les 4 secteurs d'activité. Alors, sophrologue, oui, effectivement, c'est une activité d'agent libéral, de profession libérale, pardon. Les seuils d'activité de la micro-entreprise, ils dépendent du secteur d'activité aussi. C'est pas les mêmes. Il y a 2 types de seuils. Il y a le premier seuil qui est lié à l'activité commerçante. Donc, j'achète et je revends sans transformation du produit. Le seuil de chiffre d'affaires est à 176 200 €. C'est-à-dire que si sur une année, vous faites plus de 176 200 € de chiffre d'affaires, vous êtes obligé de changer de statut et de passer du statut micro-entrepreneur à un autre statut. Pour l'artisanat, les professions libérales et les agents commerciaux, ce seuil-là, il est ramené à 72 500 €. Les seuils que vous voyez à côté, ce sont les seuils de TVA. Donc, on reviendra après sur la TVA. La TVA, en micro-entreprise, on n'y est pas éligible dès le départ. C'est-à-dire qu'on ne s'en occupe pas. Quand on crée sa micro-entreprise, on ne s'occupe pas de la TVA, ça n'existe pas. Ni en achat, ni en dépenses, ni en recettes. Par contre, à partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires, si vous dépassez donc en activité commerciale 85 800 € de chiffre d'affaires, vous êtes assujetti à la TVA. Donc, à partir de ce moment-là, vous devez facturer de la TVA à vos clients, mais vous pouvez récupérer la TVA sur vos achats. Et sur les seuils artisanaux, profession libérale et agent commercial, ces seuils-là sont de 34 400 €. Voilà. Donc ça, on reviendra un petit peu après sur la TVA. Alors, les différents impôts et taxes. On commence le chapitre, on va s'abreuver. Je vois aussi qu'il y a des questions là. Quid des artistes auteurs? Alors ça, c'est toujours un peu compliqué, les artistes auteurs. Je ne suis pas sûr que ce soit de statut micro-entrepreneur. C'est souvent des personnes qui sont affiliées à l'AGSA. Donc, il faudrait vérifier ça. Sur les créateurs de bijoux, oui, c'est du service artisanal, puisque vous prenez de la matière première pour la transformer en bijoux. Donc oui, c'est de la prestation de service artisanal. Donc, les différents impôts et taxes qui sont appliqués aux micro-entreprises, il y en a 4 majoritaires. Le premier, ce sont les cotisations sociales. Le deuxième, les impôts. Donc, par impôt, on entend impôt sur le revenu. La troisième, c'est la CFE. Alors, CFE, c'est un terme à double tranchant parce qu'il y a la CFE qui est la cotisation foncière des entreprises, qui est la taxe dont on va parler là. Il y a aussi le CFE, le centre de formalité des entreprises, auquel vous déclarez votre activité quand vous créez votre micro-entreprise. Donc là, on parle de la cotisation foncière des entreprises. Et la TVA, si assujettissement. Donc, on va aborder ces 4 thèmes-là. Alors, leur mode de fonctionnement et où et quand les payer. Premièrement, les cotisations sociales. Qu'est-ce que c'est que les cotisations sociales? Les cotisations sociales, c'est ce qui est collecté par l'URSSAF pour alimenter les caisses de la sécurité sociale. La différence d'une cotisation sociale avec un impôt, c'est qu'un impôt, on le paye à l'État et l'État le flèche et en fait exactement ce qu'il veut. Construction d'écoles, construction de routes, construction d'hôpitaux, paiement des salaires des fonctionnaires. Donc voilà, l'État en fait ce qu'il veut. Par contre, les cotisations sociales que vous payez, c'est quelque chose qui est fléché et qui vous permet d'ouvrir des droits. C'est-à-dire que quand on paye les cotisations sociales, ça ouvre des droits. En micro-entreprise, ça ouvre des droits à l'assurance maladie. Donc ça permet d'être pris en charge quand on est malade, quand on est hospitalisé. Ça ouvre des droits aux allocations familiales, puis ça permet d'alimenter les caisses de la CAF aussi, et ça ouvre des droits à la retraite. Voilà. Donc c'est important d'avoir cette différenciation-là à l'esprit. Impôt, on donne de l'argent à l'État qui en fait ce qu'il veut. Cotisation sociale, on donne de l'argent à l'État pour ouvrir des droits dont on va bénéficier en retour de quelque chose. Retraite, maladie ou allocation familiale. Le montant des cotisations sociales, il est évalué forfaitairement par rapport à votre chiffre d'affaires. En fait, très clairement, selon votre activité, vous avez un pourcentage de votre chiffre d'affaires que vous devrez reverser par le biais des cotisations sociales
à l'URSSAF. Donc 12,80 en commerce, 22 en prestation de services artisanales ou commerciales, et pareil pour les professions libérales. On les paye soit tous les mois, soit tous les trimestres. Donc c'est vous qui choisissez quand vous déclarez votre micro-entreprise d'être en paiement mensuel ou trimestriel, et vous les payez et vous déclarez tous les mois, tous les trimestres. Petite chose qui est marquée là, à déclarer même si 0 de chiffre d'affaires. Si vous avez un chiffre d'affaires qui est nul, vous pouvez être tenté de vous dire j'ai pas de chiffre d'affaires, ça sert à rien que je déclare, je vais payer 22% de 0, donc ça fait 0. Et il faut quand même déclarer, faire une déclaration de chiffre d'affaires à 0, ça vous coûtera rien. Par contre, si vous ne le faites pas, vous êtes passible d'une amende de, je crois, 47 ou 50 euros. Donc, il faut quand même penser à faire votre déclaration tous les mois ou tous les trimestres selon ce que vous avez décidé pour être dans les règles et pas risquer cette amende de 50 euros. C'est quand même dommage quand on a 0 euros de cotisation à payer. Donc, pour payer vos cotisations sociales, il faut faire votre déclaration de chiffre d'affaires, soit directement auprès de l'URSSAF par le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Et si vous voulez, vous pouvez le faire aussi pour les utilisateurs de CoALME directement sur la plateforme CoALME. Donc nous, on a un partenariat officiel avec l'URSSAF qui pour l'instant concerne 3 régions test qui sont Rhône-Alpes, Champagne-Ardenne et Île-de-France. Et sur ces 3 régions test-là, les utilisateurs de CoALME peuvent, depuis notre plateforme, cliquer sur un bouton déclarer et ça envoie les informations directement à l'URSSAF. Ils peuvent même le faire automatiquement sans avoir à s'en soucier. Donc ce partenariat-là, il va être étendu très prochainement au niveau national. Donc voilà, la première cotisation, la première déclaration de chiffre d'affaires qui véhicule le paiement des cotisations, elle est un peu spécifique. Elle n'est pas éligible en fin de période. C'est que si vous êtes déclaré, par exemple aujourd'hui, on est le 7 septembre, si vous déclarez aujourd'hui votre activité, votre première déclaration de chiffre d'affaires ne sera pas à faire en fin du mois, mais il y aura 90 jours au-delà de la période de déclaration qui vous seront accordés. Tout simplement pour laisser le temps à l'administration de mettre votre dossier en état et que vous puissiez accéder aux télédéclarations. Alors, si on est en même temps salarié, on doit payer aussi des cotisations. Donc oui, si on est en même temps salarié, on doit payer aussi des cotisations. Les cotisations, elles sont dues au chiffre d'affaires que vous rentrez dans votre micro-entreprise. Donc, il est pallié à vos revenus. Là, on parle de cotisations sociales. Après, il y aura une modulation par rapport aux impôts que vous allez payer sur le cumul de votre salaire plus de votre revenu d'activité indépendante. Le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. Je ne sais pas si vous connaissez, si on vous en a déjà parlé. Nous, on nous en parle souvent, en nous demandant si c'est bien, si c'est pas bien, s'il faut le prendre ou pas. On ne peut pas répondre aussi simplement que ça à la question du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, parce que ça dépend énormément de la composition de votre foyer fiscal, de si vous avez une activité en plus, ou si vous êtes uniquement micro-entrepreneur. Donc, on ne peut pas répondre simplement à la question est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Concrètement, l'option du prélèvement libératoire sur l'impôt sur le revenu, c'est quoi? C'est un pourcentage de votre chiffre d'affaires qui est rajouté au montant des cotisations sociales qu'on a vu juste avant. Il sert à quoi? Il sert à payer d'avance. En fait, c'est un acompte que vous payez sur les impôts sur le revenu que vous aurez à payer en fin d'année. Voilà. Donc, c'est une sorte de... c'est un acompte sur le paiement des impôts. Vous les payez en même temps que votre déclaration de chiffre d'affaires. Et donc, ça vous permet de faire un acompte et d'étaler un petit peu, de réduire le décalage entre le moment où les revenus sont perçus, les revenus de votre activité, et le moment où vous devez payer des impôts sur les revenus que vous avez perçus. Donc, il faut aussi avoir à l'idée que qu'on opte ou pas pour cette option-là, vous avez quand même une déclaration à faire de chiffre d'affaires au niveau des impôts. Donc, vos déclarations de 2041 Pro, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle. Non, 2042, pardon. Il faut quand même faire une déclaration annuelle 2042 de chiffre d'affaires, même si vous avez pris cette option pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc, ça se paye en même temps que la déclaration de chiffre d'affaires, et ça se paye soit sur le site de l'URSSAF, soit sur CoALME, de la même manière que les cotisations sociales. Donc là, on a les taux de prélèvement, alors les pourcentages qui s'ajoutent. Donc là, en cotisation sociale, par exemple, en vente de marchandises, on voit qu'on a 12,8, qui est le taux de cotisation classique. Et si on opte pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, on rajoute 1%. Donc vous voyez que le pourcentage pour les activités n'est pas le même. Donc suivant votre activité, le pourcentage n'est pas le même non plus. Donc ça veut dire que si on est en vente de marchandises, si on prend les cotisations sociales et qu'on opte pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, on paye tous les trimestres ou tous les mois 13,8% de son chiffre d'affaires en cotisation sociale et en avance d'impôt sur le revenu. Quand on n'opte pas pour ce régime-là, on est ce qu'on appelle sur un régime classique. Le régime classique, ça veut dire qu'on ne paye pas l'acompte qui consiste à payer le prélèvement libératoire sur l'impôt sur le revenu. Et du coup, on fait quand même sa déclaration en fin d'année de chiffre d'affaires sur
sur le formulaire 2042C complémentaire. Ça implique quoi après? Ça implique que selon votre situation fiscale, soit votre impôt, il est dû au moment de votre déclaration, enfin quelques semaines ou quelques mois après votre déclaration, vous devez payer l'impôt directement, soit vous avez déjà d'autres activités sur lesquelles il y a du prélèvement à la source, un salaire par exemple, et auquel cas c'est votre, il s'appelle le taux personnalisé, taux d'imposition personnalisé, qui va augmenter en fonction de votre revenu de micro-entreprise. Donc très concrètement, si vous n'êtes pas sur l'option libératoire de l'impôt sur le revenu, vous faites votre déclaration en mois de, je crois que c'est le mois de mai, vous faites votre déclaration sur le formulaire 2042C Pro, donc vous déclarez votre chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires-là, il y aura un abattement selon si vous êtes commerçant, artisan ou profession libérale. Donc il y aura un abattement du chiffre d'affaires, c'est-à-dire que là on voit par exemple 71% d'abattement sur les commerces. C'est-à-dire que si vous gagnez 1000 euros, l'État français considérera que vous avez dépensé 71% de 1000 euros pour gagner ces 1000 euros. Pour faire encore plus simple, si vous devez gagner 1000 euros, votre revenu imposable, ce sera 29% de 1000 euros, donc 71% d'enlevé. Donc, si vous avez gagné 1000 euros, vous aurez un revenu imposable sur votre activité de 290 euros. Voilà. Si vous voulez faire des screenshots, allez-y, mais il y aura le replay, donc, parce qu'il y a beaucoup d'informations, je préfère survoler un petit peu et répondre aux questions, ça me paraît plus pertinent que de vous faire vraiment un cours un petit peu théorique sur la totalité des choses. À quoi ça sert ces impôts-là? Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la différence entre les impôts et les cotisations sociales. Ces impôts que vous payez là, ça sert à donner de l'argent à l'État pour qu'il puisse en faire absolument ce qu'il veut. Donc, ce qu'on appelle les fonctions régaliennes de l'État. Donc, construire des hôpitaux, des écoles, des réseaux routiers, payer les fonctionnaires, entretenir l'armée, payer les députés. Voilà. Toutes les fonctions propres à l'État sont financées par l'impôt. On a ensuite la CFE. CFE, donc cotisation foncière des entreprises, qui s'appelait avant la taxe professionnelle, donc qui a disparu en 2009, je crois à peu près quelque chose comme ça, et qui a été remplacée par la cotisation foncière des entreprises. La CFE, c'est quelque chose qui est un impôt, mais un impôt local. C'est lié à la localité, enfin la commune ou la communauté de communes dans laquelle est établi votre siège social. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet impôt-là, on le paye une fois par an, donc il faut le payer au plus tard le 15 décembre de chaque année, et qu'il est lié à la surface des locaux que vous occupez pour exercer votre activité professionnelle. Sachant que si vous n'avez pas de local pour votre activité professionnelle, il y a une imposition forfaitaire, donc une base forfaitaire qui varie selon le nombre de mètres carrés. Le paiement se fait en ligne sur impôt.gouv.fr, et ce qui est très intéressant de savoir, c'est qu'il vaut mieux créer une activité en fin d'année qu'en début d'année. Excusez-moi, j'ai plus de batterie, il faut que je me branche. Donc, il est plus intéressant de créer une activité, de déclarer sa micro-entreprise en début d'année qu'en fin d'année, parce qu'en fait, vous êtes éligible à la CFE, vous êtes exonéré de la CFE sur votre année de création d'activité. Donc, si vous créez votre activité le 25 décembre, vous avez 5 jours et vous êtes exonéré pendant 5 jours de CFE. Si vous la créez le 5 janvier, vous avez 360 jours, vous êtes exonéré de CFE. Donc, c'est important de le savoir. Ça permet, quand on est en fin d'année, de peut-être différer son projet de création de quelques semaines pour justement ne pas payer cette CFE. La CFE, de base, on en paye quand on a un chiffre d'affaires qui est supérieur à 5 000 euros. En dessous de 5 000 euros, on est exonéré. Quand on a plus de 5 000 euros, le minimum, c'est 221 euros, je crois, de mémoire. Et ça varie en fonction de la commune sur laquelle vous êtes implanté. Et ça varie aussi en fonction du volume de votre chiffre d'affaires. Donc là, on a un peu les volumes, donc les fourchettes. Donc ça, c'est la CFE au titre de 2020. Donc quand on a moins de 5 000 euros, on est totalement exonéré de CFE. Jusqu'à 10 000 euros, c'est entre 221 et 526 euros, donc suivant la localisation de votre entreprise. Et voilà, plus le chiffre d'affaires monte, plus la CFE peut monter elle aussi. On a aussi maintenant la TVA. Donc TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée, c'est vous en payez tous les jours sans même vous en rendre compte. Dès qu'on achète quelque chose, qu'on achète une baguette chez le marchand, chez le boulanger, ou qu'on achète un iPhone chez Apple, sans vouloir faire de pub, on paye de la TVA dessus. La TVA, elle sert aussi aux fonctions régaliennes de l'État. Donc la TVA, c'est l'État qui la collecte et elle permet de payer donc l'éducation, la défense, les collectivités territoriales et de rembourser la dette publique, enfin, toutes les fonctions régaliennes de l'État. Cette TVA-là en France, elle est entre 2,1 et 20%. Donc, elle est payée
par les personnes qui achètent des produits. Donc, par toute personne qui achète quelque chose en France paye de la TVA, en général. Alors, je dis toute personne, pas forcément. Quand on est en micro-entreprise, je vous le disais tout à l'heure, jusqu'au seuil de franchise de base TVA, on ne s'occupe pas de la TVA. C'est-à-dire qu'on ne la facture pas à ses clients, on ne la récupère pas sur ses achats. C'est-à-dire que la TVA, grosso modo, elle n'existe pas pour les micro-entrepreneurs qui sont en dessous de ce seuil de franchise de base. Par contre, dès qu'on dépasse ce seuil de franchise de base-là, il faut appliquer la TVA à vos clients. Appliquer la TVA à vos clients, ça veut dire, par exemple, que si vous êtes assujetti à une TVA à 20%, vous devez faire payer à vos clients 20% de plus votre facture. Donc, sur une facture de 100 euros, vous devez leur faire payer 120 euros. Vous allez me dire pourquoi on les fait payer plus. Je vais vous expliquer après comment ça fonctionne. En fait, ce qu'il faut voir, c'est la TVA un peu comme une balance. Parce que d'une part, quand vous êtes assujetti à la TVA, vous devez faire payer la TVA à vos clients. C'est-à-dire que vous le collectez pour le compte de l'État. Et après, il faudra leur redonner. Mais vous, en tant qu'acheteur, du coup, vous pouvez aussi récupérer la TVA. D'accord? Donc, c'est-à-dire que quand, par exemple, vous faites une facture à un client à 100 euros, vous appliquez la TVA à 20%, ça lui fait 20 euros de plus. Donc, votre client paye 120 euros. Vous prenez les 20 euros, vous les mettez de côté pour les mettre sur l'État, pour l'État. Et vous, quand vous achetez, par exemple, un ordinateur à 120 euros, c'est pas cher, 120 euros. Parce que quand vous achetez quelque chose à 120 euros avec de la TVA à 20%, vous payez aussi ces 20 euros de TVA. Donc, vous faites dans votre déclaration de TVA CA12, donc tous les ans, l'ensemble de la TVA que vous avez collectée à vos clients, auquel vous enlevez l'ensemble de la TVA que vous avez payé en achetant des choses. Et ça, si le solde est en votre faveur, c'est l'État qui vous rembourse de la TVA. S'il est en faveur de l'État, c'est à vous de payer la TVA. Voilà. Donc, c'est une sorte de balance. Vous collectez d'un côté auprès de vos clients, et ce que vous avez payé à votre fournisseur pour acheter quelque chose, vous le récupérez, vous l'enlevez à ce que vous avez collecté auprès de vos clients. Donc, le fonctionnement, quand on comprend le système de balance, il est assez simple. Il y a beaucoup de gens qui font... Oui, c'est lorsqu'on dépasse les seuils de chiffre d'affaires de la TVA. Quand on dépasse les seuils de TVA, ce qui est important aussi d'avoir à l'esprit, c'est qu'on ne paye pas sur le TTC. C'est-à-dire que si vous faites payer 120 euros avec 20% de TVA dedans, donc vous avez 100 euros hors taxe plus 20 pour 20 euros de TVA. Sur votre déclaration de chiffre d'affaires, vous mettez que le montant hors taxe, pas le montant de la TVA. D'accord. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. Je vois à partir de quel chiffre d'affaires on est concerné par la TVA. Donc ça, c'est 30 et quelques mille euros quand on est artisan, 72 000 en commerçant. Il y avait les taux juste avant, vous pourrez les voir sur le replay, ça se trouve assez facilement comme information. Donc, alors, pour gérer la TVA, c'est en fait très simple. Il y a beaucoup de gens à qui ça fait peur. Moi, je prends souvent le parallèle de la course à vélo. En fait, quand les gens me disent j'approche des seuils de TVA, donc je vais arrêter de travailler, sinon je vais faire du chiffre d'affaires et je vais dépasser le seuil de franchise de base TVA, j'ai l'impression d'être devant un coureur cycliste qui pédale pour une course et qui est arrivé à la ligne d'arrivée, c'est j'arrête de pédaler, sinon je vais franchir la ligne. C'est une erreur. La TVA, ça peut faire peur, pour autant, ça gère très bien. Voilà. Alors sur Colame, nous, on gère la TVA aussi. Ça vous permet d'ajouter automatiquement la TVA à votre facture et à vos recettes et à vos dépenses, pardon. Ça permet d'avoir un récapitulatif qui vous permet de faire la déclaration de chiffre de TVA simplement. Donc, il ne faut pas avoir peur de la TVA. C'est une étape, c'est un petit peu plus de gestion, mais ça se gère bien. Ça peut s'automatiser aussi, ça peut bien se vivre. Et du coup, je trouve ça dommage de se brider au niveau du chiffre d'affaires, au niveau de son activité. La raison d'être d'une entreprise, c'est quand même de générer de l'activité, du chiffre d'affaires et de faire monter cette donnée-là. Donc, moi, je trouve ça dommage de s'arrêter parce qu'on a peur de franchir cette étape de la TVA. On va passer à nos petites astuces maintenant, parce qu'on a quelques astuces à vous fournir. La première astuce, elle concerne les cotisations sociales. Les cotisations sociales, la première astuce qui n'est pas éligible pour tout le monde, c'est l'ACRE. L'ACRE, c'est l'exonération de 50% des charges sociales la première année. Alors, quand je dis exonération, ça veut dire qu'au lieu de payer 22% en artisan, par exemple, la première année, vous ne paierez que 11% de charges sociales. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument demander si on y est éligible. Pour être éligible à l'ACRE, il faut soit être bénéficiaire du RSA, être inscrit à Pôle emploi, avoir moins de 26 ans, je crois être touché par un handicap ou être établi dans une zone urbaine sensible. Il y a peut-être d'autres éléments. Clara, c'était l'info, je veux bien que si tu en as d'autres, je veux bien, mais je crois que j'ai fait le tour. Oui, tu as dit jeune, ouais, jusqu'à 25 ans. Ouais, les zones urbaines sensibles aussi. C'est ça.
Donc là, il ne faut pas hésiter à la demander si vous êtes éligible. C'est quelque chose qui se passe très bien, qui est automatique. Une fois que vous avez l'accord, c'est automatiquement appliqué sur le montant de vos cotisations sociales. Ça vous permet quand même d'économiser 50% de vos charges sociales sur la première année. Donc, ce n'est pas anodin. Quand vous faites votre déclaration de chiffre d'affaires aussi, quand vous êtes en multi-activité, prenez bien soin de différencier, donc d'avoir une ventilation selon votre type d'activité. Vous avez vu tout à l'heure que quand on était commerçant, on avait un taux à 12,8%. Quand on est artisan, on a un taux à 22% de cotisation sociale. Il faut bien distinguer les deux et avoir une comptabilité bien séparée pour permettre justement de bien calculer au plus juste ce que vous devez et pas payer du commerce à 22% par exemple. Donc ça, c'est important aussi de bien différencier selon ses activités, ses revenus. Nos astuces impôts. Alors, pour connaître votre taux de prélèvement d'impôt, on a tous un taux individuel de prélèvement d'impôt. Il suffit de se connecter sur son espace personnel sur impôt.gouv.fr. Donc, on va dans la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ». Et du coup, ça vous indique le taux de prélèvement qui vous est appliqué. Donc, ce taux de prélèvement, il ne vient pas de n'importe où. Il est lié à votre foyer fiscal et aux impôts que vous devez avoir à payer. Et donc, c'est un pourcentage qui est prélevé à la source sur vos revenus, donc vos revenus non hors micro-entreprise, donc revenus salariés. Et du coup, ce taux-là, il est modifié aussi en fonction de votre chiffre d'affaires micro-entreprise si vous n'êtes pas en prélèvement à la source. Et vous avez aussi un simulateur d'impôt sur le site impôt.gouv qui est plutôt bien fait. J'aime pas dire du bien des sites du gouvernement, mais celui-là est plutôt pas mal fait. Vous pouvez vous créer un espace pro, donc ça c'est indispensable de toute façon de se créer un espace pro sur le site parce que c'est là aussi que vous allez avoir les avis de paiement de la CFE. Donc c'est indispensable de créer un espace pro, ça évite d'avoir des relances, parce que qui dit relance dit majoration, dit vous payez plus cher. Nos astuces CFE. Si vous travaillez de chez vous, vous avez parfaitement le droit de déclarer en surface que vous utilisez pour travailler 1 mètre carré. C'est pas la peine de déclarer plus, même si vous vous dites ouais, mais 1 mètre carré, c'est pas crédible pour travailler. C'est parfaitement légal. Vous pouvez dire que vous travaillez de votre espace d'1 mètre carré qui est dédié uniquement à votre activité. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'être dans 1 mètre carré pour travailler. Hein. Ça veut juste dire que sur la globalité de votre logement et le temps que vous y passez, la moyenne, ça fait 1 mètre carré. Donc, pour la CFE, ce que je vous dis tout à l'heure, elle est éligible uniquement à la 2e année d'activité. C'est-à-dire que l'année en cours de déclaration, vous ne payez pas de CFE, c'est l'année d'après que vous paierez. D'où l'importance, si on peut le faire, de plutôt déclarer son début d'activité début janvier que fin décembre. Voilà. Après, si vous êtes si au mois de septembre aujourd'hui, ça vaut le coup d'y réfléchir, mais voilà, ça fait différer de 4 mois un projet, ça peut être un peu compliqué. La CFE, on la paye de 2 manières différentes. Donc, la première année, enfin l'année de création de votre activité, vous en êtes exonéré. L'année d'après, vous n'en payez que 50%. Et l'année encore après, vous payez à taux plein. Donc, c'est quelque chose qui est progressif, la CFE. Il y a aussi certaines activités qui sont exonérées de CFE. Alors, je ne vais pas vous faire la liste parce que je ne la connais pas, mais elle se retrouve assez bien sur le site impôt.gouv.fr. Il y a certaines activités artisanales, il y a les VDI, donc vendeurs à domicile, les propriétaires locataires louant ou sous-louant une partie de leur habitation, et selon la zone d'implantation aussi. Si vous êtes en zone urbaine sensible, vous pouvez être exonéré de la CFE. Selon l'activité artisanale, donc le premier item de l'exonération de CFE, vous y précipitez pas tous, c'est très 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 anecdotique. Donc il y a assez peu de secteurs d'activité qui sont exonérés de CFE. Et enfin, vous pouvez, de toutes les manières, quel que soit le montant de votre chiffre d'affaires, faire une demande d'exonération de CFE. Donc, même si vous êtes au-dessus de 10 000 € de chiffre d'affaires, que vous devez payer la CFE, vous pouvez faire une demande amiable pour ne pas payer la CFE. Donc, c'est un courrier simple que vous envoyez au niveau du service des impôts. Ils le traitent, tant mieux. Ils ne le traitent pas, tant pis pour vous. Mais au moins, vous pouvez faire cette démarche-là. Donc, tous les ans, d'envoyer un courrier en demandant un dégrèvement de la CFE. Concernant la TVA, si vous payez plus de TVA à vos fournisseurs que ce que vous collectez, c'est l'État qui vous rembourse la différence. Donc, vous savez, le fameux système de balance dont je vous ai parlé, si vous avez beaucoup de frais et que vous payez beaucoup de TVA auprès de vos fournisseurs, vous allez récolter, enfin, l'État vous devra cette TVA-là. Et ça peut être intéressant, du coup, si vous êtes assujetti à la TVA de l'autre côté, si vous collectez moins que ce que vous avez
payez, c'est l'État qui vous rembourse la TVA. Donc ça, c'est quelque chose à avoir bien à l'esprit. Et ça veut dire aussi notamment que quand on est assujetti à la TVA, il faut se forcer à renseigner aussi ses dépenses. Souvent, en micro-entreprise, on se dit on a juste l'obligation de renseigner son chiffre d'affaires. Je vais vous le dire comme je le pense, c'est une immense connerie. Pour la bonne et simple raison que quand on déclare uniquement son chiffre d'affaires, on ne sait pas combien on a payé pour acquérir ce chiffre d'affaires-là. Et on peut très bien se retrouver à gagner 10, 20 000 euros, mais en ayant dépensé 30 000 euros. Et si on n'a pas la visibilité de ces dépenses-là, on ne sait pas si notre activité est rentable et on peut continuer à s'entêter à travailler pour s'appauvrir. Donc, c'est vraiment pas le but d'une création d'entreprise, c'est vraiment pas le but d'un objectif d'appauvrissement. Donc, moi, j'insiste beaucoup sur le fait que la prise en compte des dépenses, elle est obligatoire en termes de bonne gestion. À partir du moment où il est assujetti à la TVA, elle est encore plus obligatoire parce que c'est de l'argent que vous pouvez récupérer sur la TVA que vous collectez. Si vous revenez ensuite en dessous du seuil de franchise de base TVA, c'est-à-dire que si vous étiez au niveau du seuil de franchise de base TVA, vous l'avez dépassé, vous devenez assujetti à la TVA. Si l'année d'après, votre chiffre d'affaires il repasse en dessous, vous pouvez demander à nouveau à ne plus être assujetti à la TVA. Donc la TVA, elle n'est pas à vie. C'est pas une fois qu'on a dépassé les seuils, on reste assujetti à la TVA à vie. Ça dépend du chiffre d'affaires de l'année précédente aussi. Pour ce qui concerne la récupération de la TVA que vous payez à vos fournisseurs aussi, donc pensez bien à demander soit une facture, soit un ticket, mais quelque chose sur lequel est marqué la TVA que vous payez. C'est uniquement du déclaratif sur la déclaration. Par contre, en cas de contrôle, vous devez être capable de justifier toutes les sommes que vous avez déclarées, donc aussi bien en achat qu'en dépenses. Donc, dès que vous achetez quelque chose, à partir du moment où vous êtes assujetti à la TVA, conservez les preuves d'achat, que ce soit un ticket de caisse, que ce soit une facture, mais il faut quelque chose pour justifier le fait que vous ayez de la TVA que vous avez demandé à récupérer. Voilà. Et ensuite, il y a un seuil de tolérance aussi sur la TVA qui permet, quand on dépasse pas grand-chose des seuils, de ne pas être assujetti à la TVA tout de suite, et suivant votre activité de l'année suivante, vous pouvez ne pas être assujetti à la TVA. Voilà. Mais encore une fois, il ne faut pas avoir peur de la TVA. La TVA, ça se gère bien. Le tout, c'est d'être un petit peu rigoureux, de conserver ses preuves d'achat, et après, ça se gère presque tout seul, je dirais. Donc, petit rappel sur les taux, on en a parlé tout à l'heure. Les seuils de franchise de base TVA, donc c'est 85 800 euros en activité de vente, par exemple. Le seuil de tolérance, il est à 94 300 euros. Ça veut dire très concrètement que si vous êtes entre 85 800 et 94 300, vous ne passez pas tout de suite à la TVA. Ça dépendra de l'évolution de votre chiffre d'affaires, si vous restez dans ces seuils 2 années de suite ou pas. Voilà. Donc, quand on dépasse 94 300, de facto, on est assujetti à la TVA. Quand on dépasse les 85 500, il y a une certaine marge de tolérance. Impôt, si conjoint revenu important, est-il préférable de choisir le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu? Ça dépend. Si c'est votre conjoint marié et que vous faites une déclaration commune, c'est à étudier précisément, oui. On peut passer aux questions-réponses. Clara, si tu veux bien activer le jeu des questions-réponses. Alors, on va remonter un peu. Donc là, n'hésitez pas à mettre vos questions. On va pouvoir... Alors, il y en a beaucoup. Alors, ça, on l'avait. Alors, j'essaye de remonter un peu même si je sais que tu as répondu à pas mal de choses. J'ai essayé de me retenir, mais je suis indiscipliné, je suis désolé. Non. Alors, est-ce que ça marche? Non, vous ne voyez pas? Ah si, alors attendez. Voilà. Là, c'est bon, tout le monde voit normalement la question. Ouais. Pouvons-nous cumuler le report de cotisation sociale sur 4 ans et l'acte qui exonère la première année? C'est quoi le report de cotisation sociale? Tu sais, toi, Clara, ça te parle? Moi, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas. Donc, peut-être... quelque chose qui est lié au DOM-TOM ou je ne sais pas. Alors, on avait une question aussi sur les DOM. L'abattement fiscal. Alors, l'abattement fiscal pour les DOM concerne quelles taxes et impôts? Alors, je ne sais pas. Très clairement, je sais qu'il y a des conditions spécifiques au niveau des DOM-TOM, et notamment, c'est pas l'URSSAF, c'est GSS, je crois, qui gèrent les cotisations et qu'ils n'ont pas le même taux de calcul. L'abattement fiscal, je pense qu'il concerne donc si c'est du fiscal, ça concerne l'impôt sur le revenu et potentiellement la CFE.
Alors, ensuite, on avait une question. À quoi est-on affilié pour l'activité d'hébergement touristique? C'est une bonne question en termes de quoi? En termes de sécurité sociale, en termes à qui on paye. En sécurité sociale, donc vous êtes affilié comme toute personne à la CPAM pour l'assurance maladie, la CARSAT pour l'assurance retraite. En termes d'activité, si c'est activité commerciale, artisanale ou autre chose ou libérale, je pense que c'est de l'activité commerciale. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, j'ai essayé de... Oui, c'était quand, je pense que c'était sur la partie des cotisations sociales. Les gens savent quand même qui fait le recouvrement de toute façon. Alors, Sylviane a dit oui apparemment. Non, c'est bon, j'ai bien répondu. alors ça va. Alors, pour les impôts, si le conjoint a un revenu important, est-il préférable de choisir le prélèvement libératoire? Et ben donc c'est ce que je disais. Alors après, effectivement, c'est à prendre en compte au sens du foyer fiscal. Donc conjoint, ça veut dire que soit vous êtes marié ou pacsé, que vous faites une déclaration commune d'impôt. Donc si c'est le cas, ça dépend aussi d'une part de ce qu'on entend par revenu important, et ça dépend aussi de l'importance des revenus de votre micro-entreprise. Voilà. Donc c'est vraiment à étudier au cas par cas. C'est très compliqué avec le prélèvement libératoire de dire, faut vraiment rentrer dans le détail. Donc est-ce que vous avez juste deux? Est-ce que vous avez des enfants à charge? Est-ce que vous payez une pension alimentaire à vos enfants? Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Donc c'est pour ça, moi, je vous invite à aller sur le simulateur du gouvernement sur impôt.gouv.fr, qui est plutôt pas mal fait. Pour savoir si ça vaut le coup ou pas, selon votre situation personnelle. Alors ensuite, on a une autre question. Peut-on dire que Cola-ME remplace le fait d'avoir un comptable? Mais complètement, d'autant qu'un comptable n'a rien d'obligatoire en micro-entreprise. Donc, je serais tenté de dire, n'allez pas avoir de comptable en micro-entreprise. Ils n'auront pas les outils pour vous accompagner. Quand on est en micro-entrepreneur, ses obligations, c'est faire des devis factures, tenir un livre de recettes, faire ses déclarations de chiffre d'affaires et payer ses cotisations sociales. C'est les 4 grandes obligations, auxquelles moi, je rajoute tenir un livre de compte avec ses dépenses pour avoir la rentabilité de son activité. Une fois qu'on a ces 5 choses-là, on n'a pas besoin d'autre chose. On n'a pas de bilan à faire, on n'a pas de liasse fiscale à remplir, donc c'est relativement simple. Pour autant, utiliser Cola-ME, effectivement, comme on a en plus un accès gratuit, ça permet vraiment d'unifier en un seul outil l'ensemble des besoins. Donc on fait du devis, de la facturation, des factures d'acompte, des paiements plusieurs fois. On gère le fichier client, votre livre de compte, avec possibilité de synchronisation bancaire, et votre déclaration, elle peut se faire automatiquement, pour l'instant sur les 3 régions test, mais qui va être étendu au niveau national dans quelques semaines, voire au pire quelques mois. Donc oui, ça remplace totalement le fait d'avoir un comptable, avec tout le respect que j'ai pour les comptables, mais sur le statut de micro-entreprise, c'est pas du tout adapté de faire appel à un expert comptable ou un comptable. Ok, alors on a ensuite, donc c'est un peu dans le désordre, si on est artisan bijoutier qui propose des ateliers de dessin à ses clients, est-ce qu'on est dans une activité de service ou de vente? Alors, si vous êtes artisan bijoutier, donc vous avez un côté artisan, où du coup vous faites de l'artisanat. Et si vous faites des ateliers de dessin, donc ateliers de dessin, vous vendez un savoir-faire technique, c'est de la profession libérale. Donc c'est un peu que vous êtes prof de dessin quelque part. Donc si vous avez une activité à connotation prof, enseignement, coaching de cet ordre-là, c'est de la prestation libérale. Donc là, dans votre cas, ce serait artisan pour le service artisan bijoutier et profession libérale pour les ateliers. Donc de la multi-activité. Multi-activité, ouais. Mais ce qui gère très bien aussi. Alors, est-ce que, Axel, tu peux nous reparler de la nécessité de la création d'un compte pro sur le site des impôts? Alors, le compte pro, c'est pas grand-chose à créer, hein, c'est juste 3-4 clics, renseigner vos informations, qui vous êtes, votre numéro SIRET et tout ça. Ça a un intérêt parce que la CFE, cotisation foncière d'entreprise, ils vont pas vous envoyer par courrier. Ils vont vous envoyer par courrier l'avis initial de déclaration. Donc, quand vous créez votre micro-entreprise, vous recevrez un dossier à remplir pour dire, voilà, j'utilise tant de mètres carrés pour mon activité professionnelle. C'est le seul courrier que vous allez recevoir concernant la CFE. Le reste, votre avis d'imposition sera directement placé dans votre espace pro du site impôt.gouv, et si vous n'allez pas le voir, personne ne viendra vous dire d'aller le voir, sauf quelques mois plus tard où ils vous diront, vous n'avez pas payé, vous nous devez 10% de plus. Donc c'est pour ça que c'est important de le faire et d'aller le voir régulièrement. On sait que c'est à peu près au 15 décembre que l'avis de paiement il tombe, donc dans le courant décembre, il faut aller voir et créer le compte avant pour qu'il puisse être déposé dans votre compte. Sinon, vous risquez justement de voir une majoration sur un truc que vous n'avez pas vu passer. Alors,
Donc là, c'est pas vraiment une question, mais comme ça, voilà, on va. Si, très bien. Alors, déclaration URSSAF, oui. Déclaration aux impôts, oui. Déclaration CFE éventuellement. Déclaration TVA. Alors, il en manque, mais il y en a en trop. Alors, les déclarations chiffre d'affaires URSSAF, oui. Déclaration aux impôts, c'est une obligation pour tout citoyen, pas que pour les micro-entrepreneurs. Donc, oui, étant citoyen, vous devez aussi faire votre déclaration d'impôt. La déclaration CFE, elle est à faire uniquement au début de votre création d'activité. Quand vous créez votre activité, vous recevez quelques semaines après votre déclaration de début d'activité un formulaire de déclaration initiale de CFE. Voilà. Et éventuellement la TVA, ou si vous êtes assujetti à la TVA, vous avez la déclaration de TVA. En termes d'obligations, alors oui, c'est l'obligation fiscale, donc j'ai rien dit. Ok, c'est bon. C'est bon? Oui. Donc, c'est bien, Lynn, vous aviez plutôt bien résumé Oui. et bien compris. Alors là, du coup, on a une petite précision sur la question qu'on avait au départ. Donc, existe-t-il un échelonnement des cotisations sociales sur 4 ans en micro-entreprise? Eh bien, pas à ma connaissance. Donc, alors peut-être qu'il y Clara, a, si voilà, tu as si des c'est infos là-dessus, mais pas moi, je du peux. tout. Non. Pas du tout. Alors, peut-être que c'est voilà, dans les Outre-mer, mais je ne suis pas sûre. Si vous pouvez nous dire, peut-être, si vous venez des Outre-mer, la personne qui pose la question, on pourra peut-être creuser. Voilà, je veux bien, si vous pouvez nous le dire dans le chat. Alors, je passe à une autre question. Quand notre CA n'est pas assez élevé pour payer la CFE, est-on automatiquement exonéré de CFE ou faut-il demander l'exonération? Alors, de base, on est exonéré automatiquement. Par contre, vérifiez quand même que vous n'avez pas été taxé au minimum, des fois que l'information ne soit pas passée. Normalement, votre chiffre d'affaires, il est connu par l'administration fiscale puisque vous faites votre déclaration tous les mois ou tous les 3 mois. Donc, normalement, ils le savent. Pour autant, moi, je vous invite quand même à aller voir sur votre espace pro impôts.gouv.fr pour vérifier que vous n'avez bien pas de CFE à payer. Et si vous avez de la CFE à payer, n'hésitez pas à leur envoyer un petit coin en disant voilà, mon chiffre d'affaires de l'année, c'est ça, je ne vais pas être assujetti à la CFE, merci de m'en exonérer. Hop, alors, on a encore un peu de temps. Alors, les banques ont-elles l'obligation d'accepter l'ouverture d'un deuxième compte courant dédié à l'activité professionnelle gratuitement? Alors, l'obligation, c'est déjà quand on a moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires, on n'est pas obligé d'avoir un compte dédié. Donc, on peut être sur ce fonctionnement avec le même compte, comme le perso et le pro, ce que moi je déconseille. Après, l'obligation, elle concerne les comptes dédiés, effectivement, et pas les comptes pro. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte professionnel pour une micro-entreprise. Donc, théoriquement, les banques devraient accepter. Après, gratuitement, c'est plus compliqué, ça dépend du fonctionnement des banques, et même l'ouverture d'un compte perso, c'est pas forcément gratuit. Donc, ça dépend des banques. Voilà. Pas hésiter à peut-être aller voir. Il ne faut surtout pas hésiter à faire jouer la concurrence avec les banques. Plusieurs. Ouais. Si vous êtes à l'aise, les banques en ligne proposent des offres souvent plus intéressantes pour le deuxième compte pro. Donc n'hésitez pas à regarder un peu ce qui est proposé et à comparer. Alors, la multi-activité doit être déclarée à l'URSSAF lorsqu'on crée sa micro-entreprise. Et donc là, une personne qui semble n'avoir déclaré que l'artisanat. En fait, quand vous déclarez votre activité, votre déclaration initiale de début d'activité, vous renseignez votre activité principale et en dessous l'ensemble des activités que vous exercez. Donc, il faut absolument tous les déclarer parce que, par exemple, là, vous dites que vous avez déclaré que l'artisanat. Si en plus vous faites du commerce, ça veut dire que toute votre activité commerciale, vous pourrez la déclarer que sur la ligne d'activité artisanale. Donc, elle sera imposée à 22% et pas à 12,8%. Donc, vous allez payer plus de cotisations sur une activité commerciale. Donc, oui, il faut la déclarer quand vous faites votre déclaration de début d'activité. Et si vous rajoutez une activité, vous pouvez rajouter des activités à votre micro-entreprise autant que vous voulez au cours de sa vie. Je crois que c'est le formulaire P2P4, je crois, de mémoire. Voilà, et c'est une démarche qui, me semble-t-il, est payante, par contre. Mais qui vous permet justement d'être plus aligné en termes d'activité, de taux de cotisation appliqué à ces activités. Ok, alors, une question qu'on avait oubliée. Désolée, Sandra. Alors, je demande à tous hasard. Si vous savez, je vais être en prestataire en état des lieux locatif pour une société. Savez-vous si je dois m'enregistrer en tant que prestation de service ou agent commercial? Alors, vous êtes prestataire en état des lieux locatif. Donc, ça veut dire
que non, vous ne vendez pas quelque chose, vous vendez un service d'état des lieux. A priori, je serais tenté de dire que c'est de la prestation de service libéral. Parce que du coup, vous ne vendez pas pour la société en question, donc vous ne vendez pas quelque chose pour eux, juste vous exercez une activité, une prestation d'état des lieux. Donc ce serait de la profession libérale pour moi. Hop, alors, c'est pas 5 000 le maxi. Alors, est-ce que le maximum pour avoir un compte pro, est-ce que c'était 100 000 euros? C'est pas un compte pro, c'est un compte dédié. C'est super important. Celui compte pro, ça coûte beaucoup plus cher au niveau des banques. Donc c'est un compte dédié, c'est pas un compte pro. Et c'était 5 000 euros, mais ça a été augmenté à 10 000 euros il y a quelques temps. Ok. Alors après, j'ai d'autres. Quelle différence entre les deux? Alors entre les deux quoi? Du coup ça, compte pro, compte dédié, c'était ça la question, Alexandrie? Je veux bien. Oui, c'était ça. Ok. Donc, un compte dédié, c'est un compte personnel que vous ouvrez pour le compte de votre micro-entreprise. Un compte pro, c'est un compte professionnel, donc avec des prestations professionnelles vendues par la banque. Ça peut être des services d'assurance en plus, ça peut être des services de carte bleue, débit différé. Voilà. Ils rajoutent des services pour les comptes professionnels et du coup, ils vous les facturent aussi plus cher. Donc, c'est un compte un petit peu plus évolué avec des options qui vous servent à rien et donc autant rester sur les comptes dédiés et des comptes personnels. Ok. C'est un peu rapide, hein, mais... Ok, donc alors on a une précision du coup sur la question. Donc c'était pas sur le compte pro, c'était sur le site des impôts. On demande d'ouvrir en mode simplifié ou expert. Et donc quelle est la différence? Donc là, vous êtes en train d'essayer d'ouvrir un compte pro sur le site des impôts. Ça, il vous demande si vous êtes simplifié ou expert. Mettez simplifié parce que expert, ça va vous demander plein d'informations pas forcément pertinentes. Ok. Alors, on a une nouvelle question. Au niveau de l'immatriculation, Koala ME propose ce service de manière payante. Quelle est la garantie de résultat de cette démarche? En combien de temps? J'ai vu dans une démo que Koala ME est agréé. Qu'est-ce que cela veut dire? Des réductions pour les personnes adressées par l'ADI. Alors, ça fait beaucoup de questions. Donc, alors, effectivement, alors là, on est en pause au niveau des déclarations et de l'accompagnement aux déclarations parce que la personne qui s'en occupait n'était pas là. Donc, on va reprendre ça à partir de la semaine prochaine. Donc, on a effectivement un service d'aide à la création de micro-entreprises. Donc, il y a effectivement un service payant. C'est un gage d'égalité. Je ne vais pas vous dire qu'on ne le fait pas bien parce que je ne vendrai pas bien ma boîte. Voilà. En fait, ce qu'on propose, c'est de vous aider à faire les démarches. On a mis ce service-là en place parce qu'on a eu des demandes de plusieurs personnes qui sont passées par le site, le CFE de l'URSSAF et qui ont été effarés de la modernité de la chose et qui ne comprenaient pas et qui étaient perdus. Donc, ils nous ont demandé de faire quelque chose de beaucoup plus didactique et de beaucoup plus simple à expliquer. Donc, ce qu'on a fait. Et donc, on propose effectivement ce service de création de micro-entreprise sur notre site Internet. Et ça permet d'une part de remplir un formulaire, mais dans lequel tous les choix que vous faites sont expliqués, de bénéficier du traitement. Donc, nous, on relit votre déclaration derrière, on échange avec vous sur les pièces à fournir en plus, sur les choix que vous avez faits. On passe entre une demi-heure et 1 heure au téléphone avec vous pour parler de votre projet, voir si c'est bien adapté, avec l'expertise qu'on peut en avoir nous. Et donc voilà, la garantie, c'est le temps qu'on y passe. Après, en combien de temps, ça dépend pas que de nous, parce qu'après les formulaires, enfin les demandes, nous, on les envoie auprès des centres de formalités qui sont compétents, donc Chambre des métiers, Chambre des commerces ou l'URSSAF. Et après, ils ont tous des traitements un peu différents en termes de délai. En général, il faut compter 3 semaines à 1 mois pour recevoir son numéro SIRET. Voilà. Quand on dit que Koala ME est agréé, on est en partenariat, donc on a un partenariat officiel avec l'URSSAF qui nous permet de faire la déclaration de chiffre d'affaires et qui nous légitime comme acteurs pouvant faire les démarches de création d'entreprise. Il y avait encore des questions de réduction pour les personnes adressées par l'ADI sur la création d'entreprise, non, juste sur l'accès pro. C'est vrai qu'on n'a jamais parlé de ça avec l'ADI, mais on pourrait l'envisager, mais pour l'instant, non. Hop, on va prendre peut-être une dernière question et puis ensuite on va s'arrêter là. Existe-t-il un référentiel, une liste de métiers accessibles à la micro-entreprise?
Alors oui, elle existe. Il y a 1300 et quelques activités éligibles à la micro-entreprise. Donc en micro-entreprise, effectivement, on peut faire plein de choses, mais on ne peut pas tout faire. Par exemple, tout ce qui est activité réglementée, vous ne pouvez pas être médecin en notre entreprise. Voilà, il y a des activités qui sont exclues du champ de la micro-entreprise, il y a des activités qui sont réglementées, pour lesquelles, si vous voulez les exercer, il faut avoir un diplôme. Je prends l'exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est ramoneur. Si vous voulez être ramoneur et ramoner des cheminées, vous devez avoir un diplôme de ramoneur, sinon on ne vous laissera pas vous déclarer en micro-entreprise pour faire du ramonage. Voilà. La liste, elle se trouve sur Internet. Alors, je sais plus où exactement. Je peux peut-être t'envoyer, Clara, et puis tu renvoies dans le mail après. Dans le mail, bien sûr. Vous ouvrez ça et puis je vous enverrai le lien par mail. J'ai plus de mémoire là, mais il y a 1300 et quelques activités éligibles à la micro-entreprise. Super. Hop, et ben merci beaucoup Axel. Merci beaucoup à tous les participants et participantes dans le chat. J'espère que voilà, vous y voyez un peu plus clair dans vos projets sur le statut de la micro-entreprise et en tout cas quelles sont les taxes et les impôts qui y sont rattachés. N'hésitez pas à regarder régulièrement sur le programme des webconférences. Voilà, en général, on a une conférence par mois ou peut-être un peu tous les 2 mois, en tout cas avec Koala ME qui voilà, sont quand même bien spécialistes de ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à regarder. Et puis, du coup, voilà, je vous enverrai dans le mail les petites infos dont Axel a parlé. Oui, alors, ça se met dans le chat. Une apparemment. petite je vois qu'il y a la liste des métiers accessibles sur le portail auto-entrepreneur qui vient d'arriver. Voilà. Chat, donc n'hésitez pas à la prendre. Juste aussi une dernière chose, sur notre site internet, on a une petite bulle de chat qui est reliée directement à notre équipe, donc à Camille qui est à côté de moi ou à moi. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir nous les poser, on essaiera d'y répondre le plus clairement possible. Et puis voilà, et je crois aussi qu'en fin de formulaire, enfin en fin de webinaire, il y a une petite, attendez quelques secondes, il y a une petite évaluation à mettre, je crois, ou quelque chose de cet ordre-là, Clara. Vous pouvez noter le webinaire et donc je crois que c'est sur 5 et je crois que vous pouvez mettre un commentaire aussi si vous le souhaitez. N'hésitez pas, les retours sont toujours positifs. Et voilà, et bah, du coup, très belle belle après-midi plutôt, pas fin de journée. À toutes et tous, et puis à très bientôt pour d'autres webconférences. Et un grand merci, Axel. Je t'en prie. À bientôt. Merci, au revoir.